Chers amis, voilà, c'est l'heure du grand entretien du vendredi, la matinale Tocsin. Merci à tous d'être restés. Vous avez bien fait d'être restés ici parmi nous après l'entretien de Louis Fouché. Maintenant, on va parler d'histoire. On va casser le mythe, bien entendu. Et pour casser le mythe, je reçois Éric Branca, écrivain et journaliste. Et merci beaucoup, Éric Branca, d'être là pour ce grand entretien de la matinale Tocsin. Merci. Merci à vous. Vous faites partie de ces figures qu'on lit, qui, à mon goût, on ne vous voit pas suffisamment dans les grands médias, comme certains. Et c'est pour ça que nous, on vous reçoit sur Tocsin pour ce livre-là. Un livre vraiment, vraiment passionnant. Éric Branca, La République des imposteurs, chronique indiscrète de la France d'après-guerre de 1944 à 1954. Aux très bonnes éditions Perrin. Et ce matin, dans ce grand entretien, on vient me parler de ça. Éric Branca, une première question bête, mais vous avez écrit le livre, comme ça. Alors, je vous explique en fait ce qui m'a donné l'idée d'écrire ce livre. J'ai découvert très tardivement un film absolument formidable de Jacques Audiard qui s'appelle Un héros très discret. Un héros très discret, c'est un film de 96. Je l'ai découvert il y a 4 ans, quoi. Et ça raconte l'histoire d'un imposteur, d'un mythomane, d'un type qui n'a rien fait pendant la guerre. Il n'a pas collaboré, il n'a pas non plus été résistant, il a fait beaucoup de Français finalement, et puis un concours de circonstances fait qu'on le prend pour qui il n'est pas, pour un héros de la France libre, et il va se prendre au jeu, il va se fondre dans le personnage, et il va finir par devenir lieutenant-colonel dans l'armée de la Libération. C'est un truc absolument incroyable, mais qui est un film de fiction. Inspiré d'un roman de Jean-François Degnaud. Or, au même moment, je travaille sur des archives qui ont appartenu à Jacques Foccart. Alors, Jacques Foccart, on le connaît comme ayant été le créateur de la France-Afrique, mais on oublie souvent qu'avant ça, il a été très proche de Gaulle, il a été un des hommes forts du RPF, le Rassemblement du peuple français, et un des grands problèmes du RPF à l'époque, comme d'ailleurs de tous les partis, qui n'étaient pas communistes, de tous les partis de droite en général, c'était de faire très attention à qui voulait y adhérer, et notamment à escaper de la collaboration. Et donc, Foccart s'occupait de faire une espèce d'épuration a posteriori, éviter que rentrent dans ce parti des gens qui n'avaient rien à y faire. Et je suis tombé sur des dossiers absolument hallucinants de gens qui se faisaient passer pour qui ils n'étaient pas, etc. Et je me suis rendu compte que la réalité dépassait, mais infiniment, la fiction de ce film. Je me suis dit, mais pourquoi s'ennuyer à voir des choses, des films de fiction, etc., alors que la réalité est bien pire. Et donc, je me suis plongé dans ces dossiers et j'ai découvert des choses absolument incroyables, notamment l'existence d'un député qui s'était fait élire sous une fausse identité, qui s'appelait Tacquenay, Jacques Tacquenay. Ouais. Ducreux était son vrai nom, Tacquenay. Enfin, Ducreux était son nom d'emprunt et Tacquenay était son nom, le nom de sa mère, et qui a été élu comme ça pendant 2 ans au nom du Parti radical. Et puis, ce type a un accident de voiture et les gens, il meurt dans cet accident. Et les gendarmes découvrent une mallette remplie de faux papiers, de faux passeports, de devises, de dollars. Enfin, c'était un type qui avait une triple vie et personne s'en était douté. Et ça avait été un collaborateur notoire. Il avait fait partie d'une agence de presse qui s'appelait Interfrance, qui dénonçait les résistants. Enfin, c'était vraiment un type épouvantable. Et personne s'en était aperçu. C'est incroyable. Non, mais c'est incroyable ce que vous le dites. Le travestissement fut l'artifice le plus utilisé dans cette période de transition. Donc, finalement, on a quand même l'impression que dans la confusion totale, dans ce chaos, il y a des gens qui en ont profité. Et surtout, vous le dites, on parlera après des authentiques résistants qui ont aussi magouillé. Vous le dites aussi, c'est intéressant parce que, je le redis, vous faites tomber le mythe de ce qu'on a appris à l'école, Éric Branca. On a pensé que c'était une période de résistance avec des gens et que les collabos avaient été jugés. Bon, et finalement, c'est plus compliqué que ça, même pour les authentiques résistants. Même d'authentiques collabos qui sont devenus sur le tard. Qui ont revendiqué une résistance qui n'existait pas ou qui existait uniquement à la fin. Ouais. Et ils ont quand même bénéficié, parce que vous le dites aussi, ces gens-là ont bénéficié d'une certaine complicité tout de même, même s'ils étaient plutôt malins, tels que le héros très discret joué par le très bon acteur, pour le coup, Mathieu Kassovitz. Finalement, ils ont eu des complicités. Ils ne se sont pas arrivés tout seuls. On imagine qu'ils ont fallu faire des faux papiers. Il a fallu maquiller, gommer, changer, modifier, non ?
Alors, l'affaire des faux papiers, c'est un truc extrêmement intéressant et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je fais un parallèle avec la période du Directoire, qui était aussi une période de transition après la Grande Terreur, hein, à partir de 1794. Ouais. Les bombardements américains, enfin alliés en général, mais surtout américains, ont détruit énormément d'archives publics, des mairies, des préfectures, etc., ont été littéralement pulvérisés. À la Révolution française, vous avez vu le même phénomène. Il n'y avait pas d'archives publiques, c'était les églises, c'était les actes de naissance, les certificats de baptême qui tenaient lieu de pièces d'identité, et beaucoup ont brûlé. Et vous avez eu énormément de gens qui se sont fait passer pour d'autres dans les années du Directoire, de même qu'à la Libération, des gens se sont fait passer pour d'autres, ont changé de nom. Alors, il y avait ce phénomène, effectivement, de la destruction des archives. Il y avait aussi le fait que beaucoup de faux papiers ont circulé, qui étaient fabriqués par la résistance. Beaucoup de ces faux papiers sont tombés entre les mains des Allemands, de la Gestapo, de la milice, quand les résistants ont été arrêtés à l'occasion de leur arrestation. Et puis, vous aviez des résistants qui n'étaient pas tous nécessairement des gens honnêtes et qui ont profité pour mener plusieurs activités de front. Donc, ça a été une foire à la fausse identité dont on parle rarement, qui était très sous-estimée dans l'historiographie. Et c'est pour ça que j'ai essayé de m'y plonger un peu plus que mes contemporains. Ben oui, parce que c'est des moments, un moment est très intéressant parce qu'il y a un véritable moment politique aussi. Il y a cette analyse du mouvement politique. D'ailleurs, pourquoi dater ça à l'après-guerre et aller jusqu'à 54? Quels sont les événements historiques ou les tournants historiques qui vous permettent, Eric Branca, de mettre ça dans cette période-là très précise, hein, parce que c'est très précis. Hein. Alors 44, c'est l'épuration, c'est le commencement de l'épuration, c'est l'épuration sauvage pendant l'été 44 qui est remplacée, heureusement, par une épuration judiciaire quand même plus cadrée quand De Gaulle reprend les manettes en main à partir de août-septembre, si vous voulez. Et puis 54, à l'autre bout, c'est le moment où la 4e République, c'est le commencement de la fin. Le commencement de la fin, c'est Dien Bien Phu, c'est l'insurrection algérienne, et puis c'est le tournant politique absolument fondamental de la CED, à la majorité de parlementaires vont faire échec grâce à l'action de beaucoup de gens. Hein. La CED pour nos téléspectateurs, Eric Branca, si vous pouvez préciser la CED pour nos téléspectateurs. Alors, la communauté européenne de défense. La communauté européenne de défense était une armée européenne. C'était une idée de Jean Monnet et de Robert Schuman, en réalité, qui avait pris naissance dans au département d'État américain. Alors, Eric Branca, je voudrais qu'on en parle plus tard dans l'émission, parce que vous parlez beaucoup de Jean Monnet, ça m'intéresse énormément, Jean Monnet. Voilà, continuons sur la CED, effectivement, et sur le... la CED, c'était la deuxième phase du grand plan d'Europe supranationale, créé après la guerre, la première phase étant la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, et la CED, c'était l'armée européenne. La CECA est passée à l'Assemblée nationale et au Sénat. La CED n'est pas passée parce que c'était une imposture absolument considérable. Des gens qu'on qualifierait maintenant comme des lanceurs d'alerte, on dit c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'ils sont aperçus et ils ont diffusé leur découverte dans la presse très largement. Le principal vecteur d'ailleurs de cette démystification a été le RPF et le général de Gaulle, mais il y avait aussi des communistes, il y avait aussi des gens très à droite. Hein, le général Fégan, par exemple, a signé contre la CED aux côtés de résistants communistes. C'est assez drôle. C'est une espèce de réconciliation nationale qui est faite autour de Gaulle à ce moment-là pour dire non à la CED. Qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert que la CED était en fait pas du tout une armée européenne, mais une armée essentiellement allemande. L'Allemagne avait plus de contingents que l'armée française et elle était sous commandement total du Patagone, c'est-à-dire des Américains. Elle n'avait aide européenne que le nom. Et il y avait des protocoles secrets qui avaient été cachés à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et c'est un homme qui s'appelait Michel Debré, qui est devenu célèbre par la suite, qui est devenu premier ministre du général de Gaulle, et qui a été le grand découvreur de tout ça, avec, je vous dis, des lanceurs d'alerte comme quelqu'un qui s'appelait Bloch-Morange, qui était journalistes, des diplomates qui ont vraiment cassé le morceau en disant c'est pas possible.
On ne peut pas vendre ça aux Français comme étant une armée européenne, alors que c'est une mise sous tutelle de la France par l'Alliance Atlantique et par les États-Unis. Et donc ça a été vraiment, cette année 54, avec l'Indochine, l'Algérie et la CED, le grand tournant de la 4e République, qui après est entrée en agonie. Et puis ça s'est terminé par tous les généraux, etc. Parce que vous avez les forces, la 4e République, vous ne la portez pas dans votre cœur. Hein. Concrètement, vous dites qu'elle fut en tout point une 3e empire, laissant la part belle aux bandits, aux mythomanes, aux corrompus, prospérant toujours quand l'État disparaît et que la force prenne le droit. Finalement, c'est un constat qui est dur hein, sur la 4e République. Hein. Vous savez, on n'apprend pas la 4e République. On ne l'apprend que par sa chute, qui a amené De Gaulle au pouvoir, on l'apprend un peu par la Libération, et puis dans les manuels d'économie, on dit c'est le commencement des 30 glorieuses, c'est une période formidable. Enfin, est-ce qu'on peut me citer un pays qui ne s'est pas reconstruit après la guerre? Tous les pays se sont reconstruits après la guerre, l'Allemagne s'est reconstruite, même l'Europe de l'Est s'est reconstruite avec les soviétiques. Donc il faut arrêter de nous dire que la 4e République a été le seul régime qui a permis à la France de se reconstruire. En plus, elle s'est reconstruite sous domination américaine, sous les auspices du plan Marshall. Or, le plan Marshall a certes aidé à la reconstruction, mais c'était... C'était une ingérence pour vous, Éric Branca, concrètement? C'était un moyen de mettre l'économie française sous contrôle. Il y avait une institution très importante qui était l'institution dominante du plan Marshall, qui vérifiait jusqu'à la comptabilité des entreprises, qui interdisait des exportations vers certains pays, qui les recommandait vers d'autres, qui évitait que les produits français puissent concurrencer les produits américains, etc., etc. Même le budget de la sécurité sociale, de l'assurance maladie était contrôlé par des fonctionnaires américains. Il y a des tas d'études qui ont été faites là-dessus. Alors, on n'en parle jamais de cette... Et puis, le plan Marshall avait aussi un pendant culturel, un versant culturel dont on parle peu, qui a d'ailleurs jeté beaucoup d'artistes dans les bras du Parti communiste. Le plan Marshall voulait acculturer les Français à l'American Way of Life. Et donc, il y a eu un plan culturel qui est un an avant, qui s'appelait les accords Bloom-Burns. Bloom étant président du Conseil, président du gouvernement provisoire, et Burns étant secrétaire au commerce américain. Et c'est ce fameux plan qui exigeait que pour 8 films américains, il n'y ait que 2 films français, ou si vous voulez l'inverse. Donc à ce moment-là, les artistes, y compris des gens qui étaient très anticommunistes, comme Jean Marais, etc., sont un peu passés du côté du Parti communiste qui a fédéré les acteurs. Et donc, ce plan qui était soi-disant anticommuniste a jeté beaucoup de gens dans les bras du Parti communiste parce que c'était une espèce d'assujettissement culturel considérable. Alors, je voudrais que... Il y a une question qui me brûle les lèvres et que je me pose depuis un certain temps. Vous parlez, vous, d'une quincaille du pouce au crime. On revient à cette période-là, bien entendu. Une quincaille du pouce au crime. J'aime bien le mot quincaille. Je ne le connaissais pas. J'étais à quincaillerie, mais je trouve... Et je le reprendrai en vous citant, bien sûr, Éric Branca. Finalement, est-ce que le général de Gaulle avait conscience de ce qui se passait, de ce qui se tramait? Vous avez parlé de la protection de Foucart et de Soustelle, notamment, pour éviter que ces mythomanes et ces bandits intègrent le RPF. Mais est-ce que le général de Gaulle avait conscience ou est-ce qu'il a laissé faire finalement l'espèce d'épuration qui était en train de se faire pour essayer finalement de façon tragique mais cathartique de la situation? Vous savez, dans ses mémoires de guerre, et dans ses mémoires d'espoir, de Gaulle consacre quelques pages seulement au RPF. Pour lui, ça a été d'abord un échec considérable et de très mauvais souvenirs, parce qu'il n'aimait pas la politique aérie, il a été obligé d'en faire, et c'était pour lui un très mauvais souvenir. En plus, alors ça c'est l'affaire du RPF. Avant le RPF, il essaie de faire ce qu'il peut, mais dans ses mémoires, il dit très bien qu'il a le choix entre 2 choses. Soit rétablir l'ordre très rapidement, soit participer à la reconquête du territoire. Et il essaie de faire les 2, mais il donne la priorité à la reconquête du territoire, à la conquête d'une zone d'occupation en Allemagne, et il n'a pas des moyens infinis pour rétablir l'ordre, notamment pour régler l'affaire de l'épuration sauvage. Car l'épuration sauvage n'a pas seulement été... On dit que les communistes ont été responsables. C'est vrai que les communistes ont eu un rôle assez majeur là-dedans. Mais il y a aussi des gens qui n'avaient rien de résistant, qui étaient de purs bandits, qui ont habillé
leurs activités d'oripeaux politiques. Je cite notamment un truc très très peu connu, qui est le faux maquis Lecause. Lecause était un antique grand chemin, ancien collaborateur de la Gestapo, qui volait tout le monde, y compris les Allemands. Et du coup, au début de 44, peu avant le débarquement, vers mai-juin, il vole une commandanture après avoir été l'homme des Allemands. Il était payé par les Allemands pour infiltrer les maquis. Et il ne peut pas résister, ils vont à un coffre-fort ouvert, de l'argent, et donc il est poursuivi par la Gestapo. Et donc, étant poursuivi par la Gestapo, il se fait passer pour résistant. Ben oui, forcément. Et il va créer un maquis en Indre-et-Loire, le maquis de Loches, qui a laissé beaucoup de mauvais souvenirs aux gens d'Indre-et-Loire, parce que c'était un maquis où il y avait pratiquement pas de résistants et essentiellement des bandits de grand chemin, pilleurs de châteaux, etc. Et il a été mis hors d'état de nuire par la résistance. Il a été arrêté, il a été fusillé. Voilà, bon. Mais beaucoup de nostalgiques de Vichy ont fait porter à la résistance qui, en fait, était le fait de ces authentiques bandits. Vous voyez ? Donc, les choses sont très compliquées, très, très compliquées. Oui, et vous le dites, c'était le grand n'importe quoi, c'était le chaos, donc compliqué d'aller chercher et d'identifier les bons résistants des mauvais résistants. Mais vous en citez quand même pas mal. Vous parlez de Souty, vous parlez de Jacques Ducreux, on a parlé à l'introduction de l'émission, du procureur général Mornay ou de Roger Perret. Il y a beaucoup de figures dans ce livre, effectivement, et on voit des destins qui sont absolument affolants. C'est parfois ubuesque, parfois effrayant, parfois affolant, parfois risible aussi dans quelques mesures. Alors, on va revenir sur deux. Là, vous avez cité Mornay et Perret. Alors, Mornay, c'est évidemment une erreur du général de Gaulle, parce que de Gaulle voulait, pour présider la haute cour de justice, ça part évidemment d'un bon sentiment, quelqu'un qui n'est pas un haut magistrat, qui n'est pas prêté serment à Vichy. Il n'y en avait que deux. Tous avaient prêté serment à Vichy, ce qui ne voulait pas dire qu'ils n'ont pas été exemplaires. Certains ont prêté serment et ont fait de la résistance. Bon, mais dans les très hauts magistrats, il n'y en avait qu'un, c'était Mornay. Pourquoi ? Parce qu'il était à la retraite. Et donc, on l'a dit, il n'a pas porté. Voilà, c'est ça. Donc, soi-disant exemplaire. Et on s'est aperçu après, notamment lors du procès Laval, parce que Laval s'est chargé de rappeler qui il était, et puis d'autres résistants aussi. Il avait, pendant toute la guerre, présidé la commission qui statuait sur les naturalisations des Juifs à partir de 1927. C'est-à-dire qu'à partir de 1927, on pouvait retirer la nationalité française à certains Juifs. Et donc, ceux auxquels on ne retirait pas la nationalité étaient relativement protégés, ils ne partaient pas en déportation, et ceux à qui on l'a retiré, vous imaginez ce qui pouvait leur arriver. Et Mornay avait fait ça pendant toute la guerre, bien qu'il était à la retraite. Il y en avait un autre, magistrat, mais il n'était pas assez élevé dans la magistrature, il lui avait refusé. Mais il n'était pas, c'était pas un très haut magistrat. Donc on a choisi Mornay. Et ça a été absolument catastrophique, parce que pour faire oublier tout ça, il est devenu un épurateur féroce. Il a même inventé des choses sur le maréchal Pétain, qui n'avait pas besoin qu'on en invente pourtant. Mais c'est absolument insensé, quoi. Il expliquait que Pétain avait comploté avant-guerre, ce qui était évidemment faux. Évidemment faux. Oui, parce que ces personnages, c'est quand même des personnages qui ont essayé de se recycler après dans le système, ce qu'on appelle les résistants de septembre. Vous avez cité Perret, alors celui-là, c'est encore autre chose. Alors, oui, Perret, il a carrément la Légion d'honneur, donc vous allez nous expliquer pourquoi il a eu la Légion d'honneur, ce Perret. Non, mais là, on est quand même sur un personnage un peu roi. Oui, ça c'est incroyable. Alors, Perret, c'est un type plusieurs fois failli, qui fait de la prison avant la guerre, il manque des entreprises qui font faillite, il empoche l'argent, etc. Pendant la guerre, il fabrique les uniformes de la milice. Il gagne beaucoup d'argent en fabriquant les uniformes de la milice. Il est en même temps au PPF de Doriot, il est en même temps dans la milice. Et puis en 1944, pour se dédouaner, il dénonce ses anciens amis au service américain. Et il est recruté par les services américains et aussi par les services français. Et là, il fait une deuxième carrière dans le trafic d'influence. Et il devient très proche d'un général qui très très connu à l'époque, parce qu'il a 4 étoiles, et il s'appelle le général Revers,
Reverse, prononcé reverse, parce que si on prononce revers pour un militaire, c'est pas bon. Ouais. Qui a été à Alger, aux côtés de Darlan, aux côtés de Giraud, etc. Et puis qui a fait une belle résistance à la fin. Et il devient son ami. Ils sont francs-maçons tous les deux. Ça, c'est important. Très important. Et il devient un peu son agent d'influence pour que ce reverse, et puis un autre qui s'appelle le général Mast, M-A-S-T. Revers voulait devenir chef d'état-major, il est devenu, il a eu sa 5e étoile, il est devenu. Et Mast devait devenir haut-commissaire en Indochine. Et donc, il corrompt des hommes politiques. Avec quel argent les corrompt-il? Pas avec l'argent des 2 militaires qui n'en ont pas, qui ne peuvent pas lui donner. Mais il se procure un rapport extrêmement important, qui est un rapport que Reverse a fait lors d'une tournée en Indochine, qui d'ailleurs est un rapport sérieux, qui donne toutes les positions de l'armée française en Indochine, qui dit elle peut pas tenir, c'est une offensive générale du Viet Minh, etc. Mais c'est un truc secret défense explosif, parce qu'on sait exactement où sont les unités, quelles sont leurs réserves, quels sont leurs armements, quelles sont leurs lignes de communication, etc. Et à qui est-ce qu'ils vendent ça? Au Viet Minh. Et le Viet Minh, donc ce type est 3 fois traître. Il a trahi avec les Allemands, il travaille avec le Viet Minh. Et cet argent lui permet d'acheter des hommes politiques français pour promouvoir le fameux général Reverse. On trouve, parce qu'il est tout de même arrêté, et on trouve des carnets où il a mis devant les noms des parlementaires, des ministres, etc., beaucoup de parlementaires, quelques ministres, les sommes qu'il a données. Et les sommes qui proviennent, selon toute vraisemblance, des fonds qu'il a obtenus en vendant ce rapport et en mettant en danger la vie de centaines, peut-être de milliers de soldats français en Indochine. Eh bien, il y a des procès en haute cour qui se déclenchent, etc. Aucun n'aboutit. Et Roger Perret disparaît en Amérique du Sud. On l'a jamais retrouvé. On pense qu'il est mort dans les années 60. Il n'a pas été inquiété, alors que ce type a été 3 fois traître. 3 fois. Ouais, c'est incroyable. C'est pour ça que ces livres-là sont très intéressants, parce que ça nous donne quand même une épaisseur et une meilleure compréhension de ce qu'on apprend à l'école, parce que tout ça, bon, peut-être c'est pas le lieu, mais quand même, tout de même, ça mérite quand même d'être su, ça mérite d'avoir quand même une vision un peu plus globale de ce qu'a été cette période. De la 4e, l'affaire des vins, etc. Moi, je n'en ai pas parlé, parce que ça, c'est plus connu, mais je veux vraiment insister sur cet aspect d'imposture et puis de mépris des électeurs. De manipulation des scrutins, etc. Il y a eu en 1951 une affaire qu'on apprenait autrefois à Sciences Po, mais qu'on n'apprend plus maintenant, qui est l'affaire des apparentements. Les apparentements, c'est un système qui a été mis au point pour empêcher le RPF de Gaulle, qui avait fait 40% au municipal de 47, d'arriver au pouvoir législatif. Alors on a permis à des partis qui étaient absolument opposés de faire liste commune, uniquement pour barrer la route au RPF. Une fois que l'élection a été faite, eh ben, ces partis ont recommencé à se combattre, etc. Et cette affaire des apparentements a été également extrêmement mal prise par l'opinion publique, parce que c'était une carambouche gigantesque. Et ça a d'ailleurs marché, puisque le RPF a été battu aux élections de 51, et ensuite s'est divisé jusqu'à être dissous en 53. Donc ça a marché. Oui, c'est pour ça que c'est intéressant. Il y a aussi l'idée aussi que vous développez, la consanguinité entre les mondes des affaires et la représentation nationale. Et ça aussi, c'était quelque chose d'assez prégnant. Hein. J'ai vu beaucoup sous la 3e, mais les scandales éclataient. Là, il n'y avait pas vraiment dans l'Assemblée nationale, qui était celle de la 4e, et au Sénat aussi, on pouvait compter sur les doigts des 2 mains les députés ou les sénateurs qui n'étaient pas à la tête de sociétés, de conseils d'administration, de boards, et très souvent de boards étrangers, et pour ne pas le citer, américains. C'était considérable. Et oui, parce que les Américains étaient véritablement là, concrètement, pour faire de l'ingérence. Bien sûr, totalement. Le plan Marshall a été, je le répète, un instrument d'ingérence. On va continuer là-dessus, parce que je voudrais quand même aussi, on parle du monde des affaires pendant l'occupation aussi. Bon, c'est pendant l'occupation, donc c'est un peu juste avant le début de votre livre, mais tout de même, ça donne quand même une idée aussi de ce que ça a été, finalement, les intérêts purement économiques et financiers d'une partie du monde des affaires français aussi.
Il y a une continuité totale. Ouais. Jean Galtier-Boissière, qui est un journaliste un peu libertaire, qui avait créé Les Crapouillots, un type que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup, a écrit, mais finalement, on a fusillé des journalistes à la Libération. Et c'est vrai. Je ne dis pas qu'il n'était pas coupable, que Brasillac et les autres n'avaient pas de responsabilité. Mais enfin, il y a tout de même des gens qui ont eu des responsabilités majeures, directes, dans la victoire de l'Allemagne, enfin dans les victoires de l'Allemagne, dans l'asservissement de l'économie française, dans sa mise à la disposition de l'Allemagne. Ces gens-là sont passés entre les gouttes de l'histoire, mais d'une façon tout à fait extraordinaire. Vous voyez le rôle de la banque Worms, enfin c'est même c'est stupéfiant, c'est stupéfiant. Et d'ailleurs, eux, ils n'ont même pas ouvert leurs archives, on ne peut pas y accéder. Mais on sait par les personnalités qui, elles, ont continué à prospérer après la guerre. Oui, et c'est pour ça, et ça aussi, c'est extrêmement intéressant. Je voulais qu'on parle encore, il nous reste encore 5-10 minutes. Merci Éric Branca d'être là ce matin. Un livre passionnant, chers téléspectateurs, il faut absolument l'acheter, vous allez vous régaler. Et d'ailleurs, je crois qu'à peu près chez Éric Branca, tout est à peu près passionnant. Je vous invite à lire l'Ami américain. Non, mais vous faites partie des. J'ai horreur de la flagornerie, mais voilà, il y a quand même. Vous êtes fait partie des personnalités en histoire qui méritent d'être lues et d'avoir un autre avis, un autre regard sur l'histoire. C'est toujours comme ça qu'on devient de plus en plus citoyen, chers amis, et qu'on permet d'avoir des grilles de lecture sur ces thèmes-là. Allez, on continue. Je voudrais qu'on parle de Jean Monnet parce que. On parle de Jean Monnet dans ce livre et avec beaucoup de plaisir. Pourquoi qu'est-ce qu'il fait là, Jean Monnet, cher Éric Branca, dans cette histoire finalement de la République des imposteurs? C'était vraiment le marionnettiste de la 4e République. C'est l'homme qui défaisait les gouvernements, était le mandataire des intérêts américains en France, etc. Jean Monnet, vous savez, dès 1943, est l'homme de Roosevelt à Alger. Il est mandaté par Roosevelt pour aider Giraud, et puis il se rend compte que Giraud n'est vraiment pas à la hauteur et qu'il vaut mieux aider De Gaulle, quitte à le trahir. Et donc il aide De Gaulle à Alger, et De Gaulle en fait son commissaire au plan. En 1945, De Gaulle choisit Monnet et son protégé qui est René Pleven contre les préconisations de Pierre Mendès France, qui lui était beaucoup plus prudent vis-à-vis des Américains. Les Américains reprochant déjà à De Gaulle d'avoir des communistes dans son gouvernement, De Gaulle a beaucoup hésité et a finalement choisi la voie économique qui a été préconisée par Monnet et par Pleven, c'est-à-dire la voie de l'endettement. La voie de l'endettement. Vous savez, on tient beaucoup les gens par la dette et l'idée de diriger la politique française à partir des crédits qu'on lui accordait, elle naît à ce moment-là dans l'esprit des Américains dès 43-44. Hein. Et puis De Gaulle est d'ailleurs fort mal récompensé puisqu'ensuite il est chassé par les partis au pouvoir, comme vous le savez, et Monnet, Pleven et tous les autres trahissent De Gaulle, trahissent. Ce qui concerne Pleven, trahison parce qu'il avait été à Londres. Monnet, non, puisque Monnet avait toujours été au service des Américains. Et avec Robert Schuman, troisième homme, alors qu'il lui est encore un autre personnage, parce que autant Monnet était quelqu'un de suprêmement intelligent, suprêmement conscient de ce qu'il faisait, moi je suis plus indulgent avec Schuman parce que je crois que Schuman est pris en otage. Schuman était un authentique catholique, c'était pas du tout un corrompu. Ça, c'est des blagues de dire que Schuman était un corrompu. Mais il a été utilisé. Il a été utilisé par Monnet parce que il manquait à toute cette technocratie qui allait devenir la technocratie européenne. Mais qui était... C'est les pères fondateurs de l'Europe. Hein, il faut le rappeler à nos téléspectateurs. Ils sont considérés comme tels. Hein. Il manquait une dimension spirituelle. Et Schuman a donné cette dimension spirituelle. Alors que Monnet et les banquiers américains, ils voulaient faire de l'argent, c'est tout. Enfin, et de l'Europe un instrument de puissance. Et donc, on a parlé de la CECA tout à l'heure, on a parlé de la CED, tout ça était mis au point par Monnet avec l'aide des Américains. Et quand vous lisez les souvenirs de Schuman, il y a des passages absolument extraordinaires parce que tout ça est connu, tout ça a été écrit. Schuman raconte que lorsqu'il a créé la CECA, il avait un
petit groupe de fonctionnaires qui étaient sous ses ordres, qui négociaient avec les Américains, et ça se faisait à l'insu, ils disent que c'était un commando, et ça se faisait à l'insu des parlementaires, à l'insu des autres ministres, à l'insu du monde politique en général. Et d'où le scandale de la CED quand tout ça a été mis sur le tapis et quand les lanceurs d'alerte de l'époque ont révélé tout ça. Oui, donc il y a quand même une certaine filiation, effectivement, parce que vous parlez de Maudet dans ce chapitre, très intéressant, comme beaucoup, mais le mensonge au cœur de l'État. Donc on voit quand même que c'est un chapitre extrêmement intéressant. C'est en fin de livre, fin d'ouvrage, et le père Jean Monnet est là, lui aussi. Et il est sous, vous l'avez dit, sous influence américaine. C'est même un agent des Américains. Faut arrêter. Ah, mais bien sûr. C'est un agent qui ne se fait pas payer parce qu'il est lui-même très riche, il a gagné beaucoup d'argent. Attention de ne pas le présenter comme un corrompu. C'est plutôt un corrupteur. C'est plutôt un corrupteur. Mais lui n'a pas besoin d'argent, il est richissime, il a fait des affaires très florissantes entre les deux guerres, et honnêtes d'ailleurs. C'était l'un des premiers spin doctors, il se faisait payer très cher par les chefs d'État, par Roosevelt pour donner des conseils, etc. Il a eu un rôle important pendant la guerre pour organiser les livraisons d'armement aux Anglais et à la France libre, à l'armée d'Afrique, etc. Il se faisait payer pour ses services, c'est tout à fait normal. Mais c'était un corrupteur. Puisque c'est l'argent des Américains qui a irrigué tous les partis pro-européens des années 40 et 50. Le mouvement européen était à plus de 50% financé par la CIA. C'est la CIA, on le sait aussi, qui a créé Force ouvrière. C'est une scission de la CGT, parce qu'il fallait, et alors ils sont appuyés sur les trotskistes, contre les communistes, il fallait un syndicat de gauche alternatif. Et ça a été Force ouvrière. Et vous lisez les mémoires de Bergeron, il le dit très bien. Alors c'est ça qui est irritant, si vous voulez, c'est que quand on parle de ces choses-là, il y a tout de suite l'accusation de complotisme autour de vous. Mais lisez d'abord les documents déclassifiés desquels je me suis servi pour l'armée américaine, lisez les mémoires des intéressés. Lisez les mémoires de Jean Monnet. Lisez les mémoires enfin, ce ne sont pas des mémoires, ce sont des papiers qu'il a mis en ordre de Schuman. C'est passionnant. Tout y est. Tout y est. Oui, vous faites bien de le dire, finalement. Et donc, comment vous expliquez, Éric Branca, finalement, que nos contemporains, donc nous, aujourd'hui, notamment ce que j'appelle les européistes, se font des gorges chaudes de Jean Monnet? Tout ça n'a jamais été dit. Quand vous abordez ces sujets-là, je me rappelle que Philippe de Villiers avait écrit un livre il y a quelques années sur ce sujet-là, et qui est passionnant aussi, au même titre que le vôtre, pour mieux comprendre l'histoire de la construction européenne et de la quintessence même de l'Union européenne. Pourquoi aujourd'hui ces gens ne veulent pas voir finalement qui était réellement Jean Monnet? On le présente comme un père fondateur, la main sur le cœur pour éviter la guerre fratricide entre peuples européens. Comment vous l'expliquez, ça, Eric Branca? Ça s'appelle le soft power. Ça s'appelle le soft power, le pouvoir d'influence. Et le pouvoir d'influence américain est énorme. Et des gens comme Jean Monnet, vous savez, dès lors que il a été à l'origine de tous les partis européens, vous savez que le MRP existe toujours. C'est le mouvement républicain populaire, qui était vraiment le parti de l'Europe, existe toujours. C'est le MoDem d'aujourd'hui. Oui. C'est Jean Monnet, etc. Et c'est pour ça que ça pose bien des questions, et c'est pour ça, chers amis, qu'il faut absolument lire ce livre. Je voudrais qu'on revienne rapidement. J'ai encore 2 questions, Éric Branca, et merci de prendre ce temps ce matin pour répondre à mes questions dans ce grand entretien. Parlons rapidement, oui, en quelques mots, des magouilles des authentiques résistants, parce que ceux qui étaient vraiment résistants et qui ont des faits d'armes, qui ont mis leur vie en danger, celle de leur famille, de leurs enfants et que sais-je, finalement, eux aussi, à un moment donné, dans le grand bordel, passez-moi l'expression, ont aussi profité peut-être et après pour faire des magouilles, c'est ça, hein? Ah ben, il y en a eu, bien sûr. Alors, j'en parle assez peu, mais je cite un cas qui est tout de même un cas extraordinaire, qui est le cas de Pierre Berthaud. Pierre Berthaud, alors lui, non seulement c'est un grand résistant, mais ça a été un grand haut fonctionnaire, puisqu'il a été commissaire de la République à Toulouse, De Gaulle lui faisait une confiance totale, etc. Et puis, c'était d'une personnalité incroyable, d'un grand courage physique, en plus un fin lettré, agrégé d'allemand. Il avait été directeur de cabinet de Jean Zay avant la guerre au ministère de l'Éducation nationale. Et d'ailleurs, il a fini en créant dans les années 60 l'Institut d'études germaniques de la Sorbonne. C'était vraiment, ce type avait toutes les qualités intellectuelles, physiques, de courage. Et il a
après le départ de Gaulle, il s'est absolument, comment dirais-je, fondu dans la 4e République jusqu'à en devenir un des hommes forts, puisqu'il est devenu directeur de la sûreté, on dirait aujourd'hui directeur de la police nationale. Ouais. Et ce type de personnalité, dès lors qu'il n'y avait plus un État fort au-dessus, dès lors qu'il n'y avait plus De Gaulle, puisqu'il avait une vénération pour De Gaulle jusqu'à ce que De Gaulle parte, et ces gens se sont crus en liberté, ils ont cru pouvoir tout faire. Si vous voulez, en 1944, tout le monde se dit, bah, tout redevient possible, on n'a plus les Allemands, etc. Bon, mais certains ont compris, tout devient permis. Mais oui. Et ils ont cru, tout permis. Et notamment, il a été mêlé, jusqu'à quel point on ne le sait pas, mais à coup sûr, mêlé à une des affaires qui a été le hold-up du siècle, avant le train. Après, il a été détrôné par l'affaire du train postal Londres-Glasgow, mais c'était l'affaire des bijoux de la Begum. L'affaire des bijoux de la Begum qui a d'ailleurs inspiré Hergé dans Les bijoux de la Castafiore, puisque la dite Begum, quand elle a été arrêtée sur le bord d'une route à Cannes, qu'on a volé ses bijoux dans sa voiture, a crié « Ciel, mes bijoux ». Ça a donné les cités à Hergé, bref. Et donc, ça a été le hold-up du siècle fait avec une bande de truands notoires qui étaient, pour certains, alors ça c'est très amusant, une bande créée de toutes pièces après la guerre avec d'anciens collabos et d'anciens résistants. C'est-à-dire des gens qui avaient prospéré hors la loi des deux côtés de la barrière et qui se retrouvaient dans le grand banditisme. Incroyable. Et lorsque ces gens ont été arrêtés, sauf le principal responsable qui s'appelait Paul Lecat, qu'on a arrêté plus tard, eh ben, ils ont été défendus par Pierre Berthaud, qui a dit, mais non, mais je les connais, en tout cas, Paul Lecat, je le connais, c'est un type très très bien, je l'ai connu en prison, sauf que l'un était en prison pour fait de résistance, et l'autre était en prison parce que c'était un bandit. Aussi, bandit en prison pendant l'occupation, il n'y avait pas de résistance. Et il avait été même arrêté avant la guerre, lui. Et là-dessus, il y a de telles coïncidences que je raconte dans mon livre, je fais tout un chapitre là-dessus, je ne veux pas y rentrer, mais le chef de la police, Pierre Berthaud, est accusé par son numéro 2, chef de la police judiciaire, qui s'appelle Valentin, qui est lui alors un authentique résistant, moins capé que Berthaud, mais un type qui a pris énormément de risques, qui a été chassé de la police, etc. Et lui dit, mais vous êtes mouillé là-dedans. Et vous avez, c'est comme si aujourd'hui, vous aviez le patron de la PJ qui accusait son chef direct d'être complice de truands et d'avoir engourdi pour des millions de bijoux. Et en fait, on s'aperçoit que si Berthaud a été mêlé à ça, c'est pas du tout parce qu'il c'était un type parfaitement honnête. Alors lui, il s'est pas mis d'argent à gauche, c'est certain. Mais c'est qu'il y avait une caisse noire considérable et que cette caisse noire alimentait des activités clandestines qui étaient ce qu'on a appelé, alors là c'est tout un chapitre, j'en parle, mais il faudrait tout un livre là-dessus, on appelle les stay behind, c'est-à-dire des réseaux secrets de la CIA qui préparaient une éventuelle résistance à une invasion soviétique et il fallait mettre de l'argent de côté pour payer ces réseaux. Et donc tout était bon. Et on s'aperçoit à l'occasion du procès que ce Pierre Berthaud a fait travailler quelqu'un que les gens qui s'intéressent à la Seconde Guerre mondiale connaissent bien, c'est Otto Skorzeny, qui était devenu agent de la sûreté. Et puis Otto Skorzeny, l'ancien SS, l'ancien patron des services secrets de la SS, a trouvé finalement que la France payait pas assez, donc il est allé travailler pour les Américains. Ouais. C'est vraiment passionnant. Alors, toute dernière question. Vous faites dans le livre, en fin de livre, une passerelle entre les tragédies de l'occupation et aujourd'hui, en quelque sorte, rapidement, la mondialisation néolibérale aussi. Dans quelle mesure, finalement, pour notre société aujourd'hui? Pour des gens qui trahissent, pour des gens qui... Comme en 1944, nous sommes dans une période de grande transition. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait en 1944 est démoli méthodiquement par le pouvoir actuel. Hein. Tout l'héritage du CNR est totalement démoli. Et là, c'est la même imposture, si vous voulez, qui consiste à se recommander de la résistance quand on détruit son héritage. Quand Macron crée le CNR, Conseil national de la rénovation, il reprend les initiales du CNR, Conseil national de la résistance. Si c'est pas de l'imposture, je ne sais pas comment cela s'appelle. Et vous pensez qu'aujourd'hui, l'imposture, véritablement, on vit aussi un grand moment d'imposture dans cette 5e République, concrètement? Alors, c'est pas du tout les mêmes mécanismes. Hein, oui. Heureusement, il n'y a pas des centaines ou des dizaines de milliers de morts
entre les citoyens, mais les mécanismes pratiquement sont les mêmes. Bah oui, ingérence américaine, notamment au sein du pouvoir, corruption, conflit d'intérêts. Enfin, quand on lit ce texte-là, quand on lit ce livre-là, Éric Brancard, et vous en parlez un peu à la fin, on se dit, même si vous avez raison en termes il n'y a pas de nombre de morts, concrètement, ça laisse fortement penser que, vous l'avez dit, je suis d'accord avec vous, qu'il y a une certaine forme, les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre aussi. Hein. Mécanismes pratiques. Ouais. Et juste une question, toute dernière question, parce que j'en ai plein et on pourrait y rester 2 heures, mais on n'a plus le temps. Finalement, rien à voir sur les chiffres de l'épuration, vous faites aussi un passage là-dessus. On ne sait pas finalement sur l'épuration combien il y a eu de victimes de l'épuration. C'est difficile parce que vous avez des gens qui ont été victimes d'authentiques bandits, comme je l'ai dit. Ouais. Il y a 2 chiffres à connaître. Il y en a un qui est faux, un qui est certain. Ce qui est faux, c'est celui des 100 000 victimes de l'épuration. Ça, c'est absolument n'importe quoi. N'importe quoi. L'épuration judiciaire, il y a eu à peu près 8 000 exécutions. Voilà. Bon. À peu près. Entre les deux, peut-être on peut arriver à 20 000, à 30 000, mais en comptant des gens qui ont été victimes de bandits. Et si vous voulez, c'est tout le jeu des anciens pétinistes, des anciens collabos, a été d'expliquer que l'épuration avait été sauvage. Il y en a eu évidemment de l'opération sauvage, mais et qu'elle était faite de la résistance. Or ça, vraiment, je rétablit une vérité là-dessus. On ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire. Vous avez eu des types qui sont conduits comme des salauds, qui étaient des résistants, mais c'est pas la majorité. La majorité, les saloperies qui ont été faites par des véritables bandits, comme ceux, comme ce Lecause, qui a sévi en Indre-et-Loire. Alors celui-là, c'est un bandit. Il a rien d'un résistant. Et on a mêlé un peu tout ça. Bon, ben, en tout cas, moi, maintenant, chers amis, c'est à vous de jouer. C'est à vous, bien sûr, d'aller vous procurer le livre d'Éric Brancard, La République des imposteurs, chronique indiscrète de la France d'après-guerre de 1944 à 1954. C'est aux éditions Perrin. Et vous ferez votre opinion, votre idée. En tout cas, merci beaucoup, Éric Brancard, d'être venu ce matin dans le grand entretien de la matinale Top 1. Merci de m'avoir invité. C'est normal, merci beaucoup. Un livre passionnant que je vous invite bien sûr à acheter, à lire, à vous faire prêter, bien sûr à lire. Merci beaucoup Éric Brancard, merci à vous et passez un excellent week-end. Vous aussi.